Les prochaines années, je les vois comme étant moins trépidantes, comme ouvertes un peu, peut-être pas tout de suite, mais enfin il arrivera bien à un moment, ouvertes un peu plus à ma vie personnelle, quoi. Parce que ma vie personnelle, jusqu'à maintenant, s'est résumée à zéro. C'est vrai, c'est vrai. Bon, d'une part, je suis resté célibataire, mais je pense que ça n'a pas été totalement étranger à la carrière que j'ai choisie, parce que je dis toujours, en plaisantant, que pour faire ce métier, parce que c'est devenu un métier, c'est hypocrite de dire que c'est pas un métier, le politique aujourd'hui c'est un métier tellement complexe, pas un métier au sens normal du terme, mais quand même d'une certaine façon, par la professionnalisation de la politique. Et donc pour faire ça, c'est à plein temps, à 100%. Et je dis souvent, pour faire ça, il faut être ou célibataire ou avoir un conjoint sur mesure. Un conjoint qui accepte vraiment d'épouser à la fois la personne, mais la vie de la personne. Et tout sacrifier à ça, quoi. Hein? Alors, quand on ne l'a pas fait d'avance, parce que ça, on le décide ensemble, généralement, quand on entre dans la politique. Et même en le décidant ensemble, il y a beaucoup de divorces qui interviennent après à cause de ça. Hein? Et après, convaincre une femme de venir parce qu'on a cette vie-là, c'est très très difficile, vous comprenez? Donc voilà, et on ne pense pas beaucoup à sa vie personnelle, mais c'est parce qu'on est passionné, il ne faut pas le regretter, on l'a voulu, hein, on ne nous impose pas, ça. Moi je le dis toujours, on a signé, c'est parce qu'on veut bien. Et donc on ne se plaint pas, parce que par ailleurs c'est extrêmement important, intéressant du point de vue humain, et donc je voudrais penser un peu plus à ma vie personnelle. J'ai toujours aimé le voyage, le cinéma, j'ai toujours aimé la culture, tout ça je l'ai sacrifié, j'ai tout sacrifié à ça. Donc, s'il me reste encore un peu de temps devant moi, je voudrais vivre intensément dans ces domaines-là plutôt que dans la politique. Mais j'arriverai jamais à me désintoxiquer de la politique comme tous ceux qui y sont, quoi. J'arriverai jamais. Tu parles de voyage, quel genre de voyage? Avec quelle Moi j'en fais pas mal pourtant, hein. Je fais beaucoup de voyages avec l'Assemblée nationale, mais ce sont des missions, c'est pas pareil. Bon, aux États-Unis 3 fois par an, là je m'en vais au Kazakhstan 3 jours, mais enfin on n'a pas le temps de visiter le pays. Une destination de vacances. Des destinations de vacances, je rêve d'aller en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Ça me paraît presque le paradis sur Terre, d'après ce que j'en vois, hein, parce que je suis jamais allé. Puis c'est aux antipodes. Donc j'aurais l'impression d'être à l'opposé de ce que je suis ici, quoi, exactement. Puis il y a presque 30 heures d'avion, quoi. Enfin, ça me fait rêver. La Nouvelle-Calédonie me fait rêver. Et puis le fait qu'avec toutes les difficultés, il y ait deux peuples qui réussissent à s'entendre, pour moi c'est très emblématique de ce qu'on essaie de faire dans la République, quoi. Ouais. Les Kanaks et les Caldoches finissent par trouver un terrain d'entente, après, pas des morts, mais après beaucoup de difficultés, et que ça marche pas trop mal. Pour moi, j'ai envie de le voir, ça de le toucher du doigt. Puis il y a beaucoup d'autres pays où je voudrais aller, hein, bien sûr. Beaucoup de pays. Une petite question à propos de l'Audomarois. Qu'est-ce que c'est l'identité audomaroise pour toi? Pas simplement Arques, mais... Non. L'Audomarois, c'est très spécifique dans le Pas-de-Calais. Hein. C'est un monde à part. C'est différent. Moi, je vois la circonscription s'est étendue récemment du côté du bassin minier, parce que je vais jusqu'à Auchel. Avant, se m'arrêter à Aires-sur-la-Lys, donc c'est une différence. On est tous pas-de-calaisiens, hein, on est tous français, bien sûr, mais il y a déjà une différence de mentalité énorme, de façon de vivre. Donc ça me fait dire que le Domarois, c'est pas le Boulonnais, c'est pas l'Arageois, c'est pas l'Artois, c'est pas la Côte d'Opale, c'est pas tout ça, c'est le Domarois. Et ça vient du fait que très longtemps ça a été un peu enclavé, et que ça a vécu beaucoup en autarcie, un peu sur soi. Après, il y a le Marais audomarois qui a marqué aussi de son empreinte la mentalité générale. La spécificité de l'audomarois pour moi, c'est le courage dans l'épreuve et dans l'adversité, le fait d'accepter les difficultés sans réclamer, parce que vous serez frappé par le fait qu'une entreprise de 13 000 emplois est passée à moins de 6 000 sans qu'il y ait une seule échauffourée, une seule manifestation violente, une seule des grèves massives longues, comme on en voit ailleurs, pour beaucoup moins. Et bien ça, vous le trouverez nulle part ailleurs. Non pas dans le Pas-de-Calais, mais encore en France. Ça reste une énigme. Ça, c'est pour... Les gens disent, ça nous arrive, ça ne nous fait pas plaisir, c'est difficile,
mais on va essayer de s'en sortir par soi-même. C'est ça que la spécificité ottomaroise, c'est ne pas baisser les bras, hein, ne pas courber la tête, mais dire on n'attend pas tout des autres, on va travailler encore plus et on va essayer de s'en sortir, mais d'abord par nous-mêmes. Ça, c'est relativement unique dans un pays où aujourd'hui on a tendance à toujours se tourner vers les autres en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour moi avant de dire qu'est-ce que je peux faire pour les autres, pour mon pays ou pour ma région. Tu disais à l'instant. Mais c'est parfois pénalisant. Ça veut dire que, comme en France, on est écouté que si on crie fort, si on casse quelquefois, si on brûle, bah ici, les Ottomans, ils n'ont pas beaucoup de chance d'être écoutés. Et les élus non plus, parce que les élus parlent au nom d'une population qui reste calme. Alors, comme disait Albert Sama, parce qu'Albert Sama, c'est un poète du Nord, hein, comme Émile Verhaeren, quoi. Un peuple digne et droit, ennemi de l'esclandre. Pour parler de la population de cette région. Et bien, à Saint-Omer, c'est encore plus qu'ailleurs, un peuple digne et droit, ennemi de l'esclandre, qui n'aime pas la publicité, qui n'aime pas le bruit. Tu dis le Marais marque de son empreinte aussi oui. L'identité ottomanoise, de quelle façon Le Marais et les moines. Le Marais et les moines, parce que nous sommes les héritiers, ceux qui ont assaini cette région, qui était insalubre, hein, à cause de ces marais, ce sont les moines. C'est eux qui ont fait de ce marais, de cet Audomarois, une terre riche, mais après des siècles de travaux. D'abord, ils ont essarté, comme on dit, ils ont coupé les arbres. Hein. Il y avait une forêt, la forêt qui est pourtant déjà très grande, de Rio de Clermarais, était au moins le double, voire le triple de surface d'aujourd'hui. Ils ont commencé par couper les arbres pour pouvoir cultiver la terre. Et puis après, quand ils ont vu que l'eau et la terre se rejoignaient dans le marais et qu'on confondait souvent les deux, on ne savait pas si on était sur l'eau, on ne savait pas si on était sur la terre. Hein. Il y a même les îles flottantes que Louis XIV est venu voir dans le marais, c'est-à-dire des îles qui bougent. Ça existe encore, les îles flottantes. Et donc, ils ont dit, il faut assainir tout ça, donc on va faire les watergans, on va faire des canaux qui vont recueillir l'eau. Puis les lègres, c'est-à-dire les langues de terre qui sont entre les deux, on va les cultiver parce que c'est une terre extrêmement riche, une terre chaude, une terre noire, faite beaucoup de tourbes, et c'est là que notre chou-fleur et nos légumes poussent admirablement. On a bien d'anciens profs d'histoire. Oui, mais c'est sûr. Oui, mais je connais bien ça. Mais on est le produit de ça. Et les moines, c'était moi je dis, ces gens-là, ils devaient faire plus que 30 heures, 35 heures par semaine, hein, ils devaient faire 80 heures, ça n'arrêtait jamais, quoi. Et puis en plus, ils construisaient leur abbaye avec des gens, bien sûr, on n'est pas seuls. Et donc, ils ont marqué profondément le goût du travail bien fait, la dureté à l'ouvrage, le fait de souffrir et de subir sans se plaindre. C'est ça. C'est profondément religieux. C'est la sensibilité aussi. C'est la sensibilité, ça. Ça, c'est imprégné. C'est devenu dans nos gènes. Hein, et ça s'est transmis. Ça s'est transmis. Ajoutez à ça l'influence espagnole, parce que nous faisions partie des Pays-Bas espagnols pendant plusieurs siècles. Bon, bah, ça, donc il y avait la froideur, la dignité, le goût presque de la souffrance des moines d'origine, et puis il y avait le sang chaud des... Et alors, vous voyez, le cocktail n'est pas si mauvais, hein, avec les Espagnols. Oui, on a gardé aussi des traces du sang espagnol. Quand on parle de l'Audomarois, j'ai quand même une petite question, parce que il y a quelques années, tu voulais une fusion entre Arques et Grand-Bec. Oui. Je voudrais quand même te poser la question de la fusion des communes de l'Audomarois. Qu'en penses-tu ? Je suis très favorable. J'ai toujours pensé que l'union faisait la force. C'est un précepte que tout le monde connaît, que personne ne peut contester. Et j'ai pensé que des petites communes comme ici, déjà quand dans le Pas-de-Calais, il n'y a que Calais qui fait 75 000 habitants, après ça descend tout de suite à 50 000, Arras, tout ça, qu'on n'avait pas beaucoup d'avenir dans des ensembles de plus en plus grands, dans une Europe qui s'élargissait, dans des régions qui se sont très sensiblement élargies depuis peu de temps, dans des intercommunalités qui grandissaient et qui se regroupent également. Si on garde des communes, la commune la plus importante fait 15 000 habitants ici, c'est Saint-Omer. Mais si on reste ça, ça va devenir un confetti sur la carte de France, quoi. Et on ne sera jamais entendu ailleurs. Vous savez qu'on n'est entendu que par ce que l'on compte. Comme disait Staline en parlant du Vatican, combien de divisions, quand on lui parlait du Vatican, combien de divisions?
On ne compte que... Non, il disait ça. Bon, Staline est une référence. Oui, mais c'est une référence parce que toutes les questions de rapport de force en politique, vous savez bien, c'est pas ma référence, hein, vous savez loin de là. Mais on le cite souvent. Parce que un jour, on parlait de Vatican, ben lui, ça ne l'intéressait pas parce qu'il n'y avait pas de division derrière, il n'y avait pas d'armée. Donc on ne compte que par le poids qu'on pèse. Malheureusement, c'est comme ça, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Donc encore plus dans un pays qui est en train de se réformer territorialement. Moi j'ai dit, c'était à peine acceptable avant, maintenant dans des grandes régions, hein, et avec une intercommunalité qui évolue, si on reste à 15 000 habitants, on n'existera plus. On va être phagocyté par un ensemble qui sera soit la métropole lilloise, qui a déjà absorbé une partie du bassin minier Pas-de-Calais, soit par l'ensemble Dunkerque, Boulogne, Calais, l'ensemble littoral, dans lequel nous sommes d'ailleurs plus ou moins. Et donc, nous voulons exister. Pour exister, il faut avoir une grande commune. Donc la grande commune, c'est les 7 communes au départ, hein, qui vont former une ville nouvelle de 55 000 habitants. On devient du coup la 2e commune du Pas-de-Calais, alors qu'on est la 10e avec Saint-Omer aujourd'hui, 10e, et qu'on est 50e dans la grande région. Là, on remonte à un nombre considérable de rangs. Et là, on commencera à être écouté, parce qu'on pèse. Et avec une grande intercommunalité qui devra suivre, parce qu'on ne peut plus rester à 24 ou 25 communes, il faut tout le pays, il faut prendre toutes les communes du pays pour faire l'intercommunalité. Donc moi j'y suis favorable, je sais que ce n'est pas facile, mais la loi qu'on a votée, quand j'ai voté en mars 2015, assouplit drôlement par rapport à la loi Marcellin qui était avant sur les fusions ou les rapprochements. On ne parle plus beaucoup de fusions aujourd'hui, c'est des rapprochements de communes, c'est-à-dire qu'on garde l'identité et on respecte, on est très fort pour l'identité. D'ailleurs ce sera l'un des thèmes majeurs de l'élection présidentielle, plus que le chômage, ce sera l'identité française. Pas l'identité audomaroise, mais l'identité française. Vous verrez que les thèmes, l'élection présidentielle se fera sur le thème de l'identité française, plus que sur le reste. Et donc, il faut garder l'identité. Les maires sont très soucieux de ça, ils ont raison. Et les populations aussi. Mais on gardera le nom des communes. Ça deviendra des quartiers d'une commune nouvelle, mais pourquoi pas? Mais on gardera Longnes, Arles, Blandex, ça restera. Aujourd'hui, les sondages montrent que, bon, par exemple, là, le 5 juin, c'est journée relative au climat, on en parle évidemment aujourd'hui, mais ce qui intéresse, c'est le chômage, finalement, plus quand même peut-être que l'identité. Enfin, les sondages montrent je ne dis pas que le chômage n'est pas au premier rang des préoccupations. Ouais. Je vous parlais seulement des thèmes. Ouais. Or, les thèmes, ils sont imposés par les candidats. Parce qu'ils sentent aussi que dans la population, c'est très fort. L'enjeu, disons que la ligne de partage va se faire là-dessus. Mais en toile de fond, il y aura toujours le chômage, c'est la première préoccupation. Mais disons, la différence se fera sur le thème de l'identité. C'est ça que je voulais dire. Je me suis peut-être mal exprimé. C'est sûr que la principale préoccupation, si on règle le problème du chômage, à mon avis, beaucoup de choses après se règlent plus facilement. Même si l'appel à l'identité française qui est mal vécu par les gens. Hein. Moi j'entendais hier des gens, il faut en tenir compte. À tort ou à raison, j'entendais, bien sûr, c'était dans une réunion UMP, vous me direz, mais j'entendais des dames, moi je les écoute aussi, hein, c'est pas parce que je n'ai pas leurs idées, qui disaient je ne me sens plus chez nous. J'ai l'impression de ne me plus sentir chez nous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est simplement une impression? Mais même si ça n'est qu'une impression, il faut s'en préoccuper, parce que c'est très grave. Ça conduit au vote extrême, ce sentiment-là. Hein? Alors, si ça ne correspond, moi je pense que ça ne correspond pas à une réalité totale, mais c'est beaucoup plus le ressenti qui compte. Et le fait de dire on est français, mais on ne se sent plus chez nous, c'est très grave. Comment voulez-vous qu'on ne se tourne pas vers des extrêmes, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais pour le moment c'est dans un seul sens. C'est très grave, il faut être très attentif à ça. Mais la préoccupation majeure, bien entendu, c'est le travail et le chômage. Donc cet entretien va bientôt se terminer. Oui, ça passe très vite, hein, d'ailleurs. Mais c'est un plaisir. Mais on pourra en faire ça un jour, quand tous mes autres collègues seront passés. Alors j'ai l'habitude, si tu veux, de finir cet entretien avec 10 petites questions. Ah, bon. Mais là, je ne demande pas l'orateur, je demande une question, une réponse. Oui, d'accord. Ton mot préféré? Mon mot préféré, c'est confiance. Confiance. Le mot que tu détestes? Lâcheté. Lâcheté. Ta drogue favorite? La politique. Le son, le bruit que tu détestes?
Le réveil matin. Parce que tu te réveilles tôt. C'est Mais je me réveille tôt quand même. Oui. Celui que tu aimes, le son que tu aimes. Ah, une harpe. Ah, je poserai bien la question pourquoi, mais bon, je ne vais pas voir. Non. Ton juron ou gros mot favori? Je ne jure jamais. Jamais. Non. Ton homme. J'ai été élevé comme ça et je ne sais pas dire merde, par exemple. D'accord. Je ne sais pas, non, je ne sais pas dire bon Dieu. Non, j'ai pas de juron. Ton homme ou ta Mais je ne veux pas dire comme Giscard qui disait crotte ou un truc comme ça. Bon. Ton homme ou ta femme illustre? Victor Hugo. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Contrôleur du fisc. La plante ou l'arbre que tu ne voudrais pas être réincarné? Que je voudrais ou que je ne voudrais Tu ne pas. voudrais pas être réincarné. La ciguë. D'accord. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort t'entendre dire? Viens à côté de moi, tu as bien rempli ton contrat. Merci Michel sur ces dernières paroles qui disent beaucoup de choses. Non, j'ai répondu avec ce que je ressentais. Quoi. C'est la loi du genre, il ne faut pas chercher à biaiser ou financer. Voilà, ouais. C'est vaut mieux pas savoir, j'ai pas fait très attention aux questions, tu vois, donc j'ai pas pu les préparer. Okay. Aux dernières questions. Okay. Bah, c'était le but justement. Bah oui, c'est le but. Voilà. Vaut mieux être authentique et sincère, mais Voilà, surtout tout à quand c'est des qualités qu'on met au plus haut niveau. Est-ce que tu es toujours sous contrôle sinon? Comment? Tu es tout le temps sous contrôle? Ah oui, quand même. Le surmoi est très fort chez moi. Ouais. C'est pas forcément bon. Hein. Non, mais je suis un anxieux invétéré. Hein. Je suis un inquiet également invétéré. Tous ceux qui me connaissent dans la vie publique, ils vous diront que je préparais mes campagnes et mes documents de campagne un an à l'avance. Que s'il y avait des élections en mars prochain, eh bien toutes mes vacances d'été, je les aurais passées à préparer mes tracts, mes affiches et tout, quitte à les changer quelquefois en dernier lieu, mais enfin, pour être tranquille, pour dire c'est prêt. D'ailleurs, mes collègues du conseil général me disaient, bon, tu montes tes affaires et trucs parce que nous on voudrait bien, on n'a encore rien commencé. C'est comme ça. Mais j'ai toujours peur, et j'ai toujours eu peur de ne pas être réélu. Voyez-vous, on en parlait là récemment. J'en ai été élu en 97, où j'avais beaucoup de collègues qui me disaient, regarde, l'immobilier n'est pas cher à Paris, si tu as élu plusieurs mandats, tu aimerais bien peut-être avoir un petit studio, un petit appartement à Paris pour pas être toujours à l'Assemblée. Je ne ferai jamais ça, parce que si je ne suis pas réélu la première fois, je ne pourrais pas rembourser mon emprunt. Donc j'ai jamais fait, et eux ils en ont un, puis ça vaut 4 fois le prix qu'ils ont payé, puis moi maintenant je ne peux pas l'acheter tellement c'est cher. Oui, c'est ça, donc la sécurité. Toujours avec peur du lendemain, peur de manquer. Maintenant, j'ai les moyens de vivre, hein. Je ne vais pas me plaindre, hein, plus que j'étais célibataire, donc j'ai eu beaucoup de dépenses en moins que les jeunes mariés ont, je pense. Donc j'ai les moyens, je pourrais... Mais j'ai tellement été habitué à vivre assez chichement, vous reconnaissez, on garde ces habitudes-là. J'ai jamais eu des goûts de luxe. Même si j'ai une vie confortable aujourd'hui, même si demain on me disait il faut changer ton train de vie, vivez très simplement, je ne souffrirais pas. Avec ce tempérament-là, ça n'a pas été difficile parfois d'être comme ça au devant de la scène alors? Parce que cette volonté de... Ah si, ça m'a coûté énormément au début, j'avais une grande timidité. Donc vous savez que les grands timides, ils font dans l'extrême inverse. Pour donner le change, ils font ça. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours donné le change. Mais j'ai un trac, comment dire, Jackie dit que je sais bien parler ou que j'aime bien parler, mais j'ai toujours un trac fou avant de prendre la parole 40 ans après. Quoi. Même après mes débuts, j'ai toujours un trac fou avant de prendre le micro. Après une fois que j'ai pris le micro, ça va. Hein. Bon, c'est ça le temps. Mais c'est avant. Non, il paraît que dans le théâtre, il paraît que c'est vrai. Il paraît que c'est ça. Mais je n'arrive pas à être décomplexé quand je dois prendre la parole quelque part. Ouais, c'est drôle, hein, mais ça n'a jamais changé. Cette éloquence-là Mais c'est parce que j'étais prédisposé parce que je parlais pendant 10-15 ans devant des élèves, ça prépare quand même. Hein. J'ai eu un bon public imposé, en plus ils étaient obligés de m'écouter. Enfin, c'était relatif. Ah non, mais il y a un public exigeant.
Mais très exigeant quand même. Et j'ai gardé un excellent souvenir de cette période-là. J'ai fait des choses extraordinaires avec les élèves, j'ai fait du théâtre, je faisais un journal de classe, on faisait des sorties à la Voie du Nord et tout ça. Quoi. Ça c'est resté. Puis les élèves, quand ils m'en reparlent aujourd'hui. Je sais qu'une fois, tu m'avais dit qu'il y avait quelque chose d'important dans l'enseignement, c'était l'instruction civique. Ah, c'est l'instruction civique. Après, je n'avais plus que ça. Comme j'étais élu, on me donnait que l'instruction civique. C'est très très important. Mais ça devrait avoir une place prépondérante aujourd'hui. La citoyenneté, plus que l'instruction civique, l'apprentissage de la citoyenneté. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Michel, merci à vous. Hein, Michel, ça va être toujours un plaisir. Te remercions. Non, c'est un grand plaisir. Merci de m'avoir choisi pour essuyer les plâtres, parce que ça m'est souvent arrivé. Ça m'est souvent arrivé, mais je ne déteste pas l'exercice. Mais bon, nous, on voulait absolument connaître Michel. Oui, j'espère que vous l'aurez connu un peu mieux qu'avant.